Bonjour, buongiorno. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse de Don Michele, qui s'appelait, dans son nom de jeune fille, Majorana. Veut dire peut-être gentille petite grenouille. Les Majorana, ils sont très connus en Sicile, car ils ont été les premiers à travailler depuis 1040 environ, de travailler le Bondix qui était venu et qui a été importé en Sicile, qui se trouvait sur la route de la soie quand même, depuis Antioche en tout cas. Et voilà le fameux Bondix, donc, qui va produire ce fil de soie dont on vous a déjà parlé. Mais cette installation, à partir de 1040 environ, prouve que déjà à cette époque, le fil de soie était travaillé en Sicile. Et le travail du fil de soie était fait dans des magnaneries. Et la magnanerie de la famille Majorana, d'abord sur des régions proches de Palerme, puis ensuite à Messine, cette magnanerie existe toujours, et les Della Croce ont conservé cet endroit qu'on vous montrera beaucoup plus tard. Mais pour le moment, ce qui nous importe, c'est de vous montrer comment est rentré ce fil de soie et comment il a été utilisé. Donc, il est rentré comment? Avec l'aide d'un roi, du roi de Sicile de l'époque, qui s'appelait Roger II. Ce Roger, c'est lui qui a amené ça. Et très rapidement, on a commencé à tisser toutes sortes de choses, ce qui lui a fait comprendre, tout de suite, il y a eu l'industrie du ruban, et on a pu tisser des choses. Voici les armes de Roger II de Sicile, où on peut voir que déjà à cette époque, il a fait traverser son écusson d'une bande de ruban, qui est très beau. Mais la plus belle chose qu'il ait faite, et qui existe encore, c'est cette splendide cape royale qui se trouve maintenant à Vienne au Schatzmuseum, et on peut voir comme c'est beau. Toute la structure ici est faite en soie. On a rapporté des rubans qui vont tout au long de cette cape. Ces rubans sont non seulement brodés, mais en dessous, ils sont entièrement brodés et de caractères arabes, avec une signification bien précise qui met en gloire ce Roger II. Tout le reste est fait avec des fils d'or. Les deux terribles tigres sont de fil d'or. Il faut voir qu'ils s'accrochaient comme cela autour du cou, non pas avec une sangle autour du cou, ce qui aurait été dangereux, mais par deux couronnes qui contournaient le corps et qui revenaient par devant, et on l'attachait sur le nombril. On peut voir que cette cape magnifique a ensuite servi à d'autres rois, puisque d'autres rois qui descendaient justement de Roger II de Sicile, qui était finalement d'une famille de Normands, des espèces d'aventuriers, les Hauteville. Eh bien, ces deux Hauteville qui étaient descendus jusque dans la botte italienne, ont finalement conquis la Sicile et sont devenus des rois extraordinaires qui ont apporté énormément à la Sicile, notamment en ce qui concerne le tissage, le fil de soie et ces choses-là. Maintenant, bien sûr, ce qui était important, c'était qu'on vous montre donc la famille Majorana alliée avec les Della Croce ont tout de suite fait de très beaux rubans, et ces rubans, on en conserve même à la Bibliothèque nationale française. Vous voyez, c'est des exemples de rubans, des pages de rubans qui sont conservées à
bibliothèque et qui sont magnifiques. Voyez ensuite les autres productions, eh bien c'est ça, c'est-à-dire que c'est plutôt des genres de sangles ou comme ça, mais c'est toujours très bien fait, c'est aussi genre passementerie, ça peut être utilisé aussi dans le travail des meubles. Et puis voilà les rubans quand ils sont magnifiques, on peut voir ici des exemples de rubans brodés qui sont très 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 beaux. Comme nous avons pensé à toute cette histoire de rubans et que les Majorans avaient des machines pour faire les rubans, etc., 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 on doit comprendre que finalement, il y a un système de tissage. Dans le système de tissage, on peut voir ici le trait bleu qui est la trame. La trame vient là. Et voilà les fils de chaîne qui viennent là, qui s'introduisent là. Donc il peut y avoir différentes façons de passer sur la trame, ce qui donne différentes façons de penser ou d'avoir une... On peut avoir différentes sortes de tissus parce que suivant comment on va tisser cela, le tissu va être plutôt de la serge ou va être plutôt du velours, ou ça va donner toutes sortes de situations différentes suivant si on saute ou si on ne saute pas une partie Et le fil, on peut aussi rajouter des fils d'autres couleurs, de sorte qu'on ne peut pas faire des choses très linéaires, on peut les arrêter et repartir dans un autre sens. C'est quand même quelque chose de magnifique, c'est cela. Et au moment où nous avons vu ces tissus, qu'on a vu cette méthode de tisser, on a compris que peut-être c'était aussi quelque chose qui pouvait être en relation avec la conscience. Avec la conscience, parce que la conscience, finalement, c'est un tissage. C'est un tissage d'informations dans notre tête, et on a voulu vous montrer une photo artistique. Voyez, ici, un homme qui est suspendu par des fils, voyez. Donc, tout ce qui l'entoure également est suspendu par des fils, voyez. Donc, lui, il est pendu là. Il est dans une position de réflexion, c'est pas très agréable parce que finalement les fils le soutiennent et le prennent comme des hameçons. Il est tenu par ces fils, c'est très dur, c'est très difficile, mais il est en pleine réflexion et il est suspendu. Voilà. Comme nous, par exemple, on peut être suspendu face à une situation qui serait notre situation de conscience au moment où on est en train de réfléchir ou de penser à quelque chose. Voilà exactement comment les choses se passent. Nous reviendrons bien sûr dans un prochain numéro plus en détail sur les problèmes de conscience, mais nous l'abordons aujourd'hui parce que nous voulons lier au tissage. Voyez, ici vous avez le monde passe à travers la tête de cette personne, elle ressort de l'autre côté. Ici, cette personne a une perception, donc ça vient s'inscrire ici dans sa tête. Si il a une perception, ce qui lui permet d'avoir cette perception, eh bien c'est déjà ses 5 sens, plus l'intuition, plus le fait qu'il a des informations dans sa tête qui permettent après de déterminer l'action, et voilà, la conscience agit. Et c'est-à-dire que quand il a la perception d'une odeur, la perception de l'odeur se présente ici et ressort là, ça veut dire que finalement il a senti quelque chose. Donc c'est comme s'il y avait en fait un espèce de retour, mais c'est comme un fil qui vient là. Donc ce fil, le fil d'information arrive et il ressort. C'est donc comme un espèce de tissage. C'est ce qu'on voulait vous dire. On voulait surtout vous dire que les choses, elles se passaient comme ça dans la tête. Voyez, ici on vous a mis une pomme. Alors, la personne est devant son frigo. Elle a vu, il y a une pomme. Voilà. Et à côté de la pomme, il y a une banane. Voilà. Donc, voilà que la personne est confrontée devant un choix de conscience. Est-ce qu'elle veut plutôt manger la pomme ou est-ce qu'elle veut plutôt manger la banane?
Donc il y aura forcément une question de goût, le goût étant un sens, donc effectivement, elle connaît le goût de la banane, le goût de la pomme, elle sait le reconnaître, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que est-ce qu'il choisira plutôt la pomme ou la banane? Ou quand il fait son choix, qu'est-ce qui se passe exactement dans sa tête? C'est que la banane, c'est un fruit importé, il vient d'ailleurs, de l'extérieur. Donc il nous rapproche de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Il n'est pas directement concerné par le fruit, comme la pomme qui est un fruit local, un fruit qui a une énorme valeur symbolique, puisque toutes sortes de symboles ont été faits au sujet de la pomme. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose de très beau en passant. Vous voyez, ça c'est un arbre fruitier, un pommier, qui a été dessiné par Séraphine Louis, une grande peintre de la fin du début du XXe. Cette femme extraordinaire qui peignait par terre a fait cet arbre, mais c'est absolument magnifique comme elle a pu faire ça. Je voulais vous le montrer à tout hasard. Pour terminer, je veux vous montrer la conscience telle qu'elle a aussi été exprimée artistiquement. Vous voyez ici la conscience, voilà, elle est à l'intérieur, le masque se referme, et voilà, il y a la conscience. Vous voyez, il y a les directions ici. Donc, comme on a dit, finalement, la pomme, alors il y a une direction pour aller au symbolisme, il y a une direction pour aller à l'arbre, il y a une direction pour aller au goût, il y a une direction pour toute chose, il y a une direction. La même chose pour la banane, etc. Et en même temps, ce modèle de conscience est très compliqué. Il n'est pas vraiment comme un labyrinthe, mais il est dans quelque chose qui est comme ça. C'est notre cerveau, c'est une représentation un peu de ce que c'est notre cerveau. Voilà. Alors, il y a là-dedans des choses qui vont venir, des informations qui vont circuler. Voilà, pour terminer, et pour vous dire à quel point finalement, entre la perception et l'action, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer. Et comme il va y avoir aussi toute la question de l'inconscient qui va apparaître dans notre prochaine explication, dans notre prochaine vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, rien n'est vraiment acquis quand on est à la perception. On n'a pas encore réussi l'action, on ne sait pas si l'action aboutira surtout. Alors, cette petite chanson, je l'ai prise à Michel Delpech, mais vous la connaissez tous, c'est très joli, c'est « Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit jour, un petit tour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Ça ne veut pas dire que ça a été fait, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont été dans les bras l'un de l'autre, mais il y a cette perception, il a perçu la beauté de la femme, il en a envie et tout, et alors il l'a chanté, Michel Delpech. J'ai une pensée pour lui. Voilà. Merci, c'était un moment avec vous. C'était pour Majarana, la femme de Della Croce.